C'est vrai que c'est toujours un peu frustrant. Merci beaucoup Alexandrie Osborne pour ce coup d'accélérateur à la fin. Et on vous renvoie aussi, vous avez eu l'amabilité de nous faire une interview il y a quelques mois sur notre chaîne YouTube dans l'émission d'entrée de jeu. Donc on a tous les éléments iconographiques que vous avez été chercher aux États-Unis. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est sur notre site de Corpus et il y a l'interview d'Alexandre. Merci. C'est un record en termes de mots à la minute, non? Oui. Je vous invite à présent, Magali, à lancer on va se donner 5-7 minutes d'échange et de discussion, donc qui portent sur les 3 communications. Donc n'hésitez pas à me demander le micro dans la salle et puis nous poser des questions en ligne également. Très bien, on va voir déjà s'il y a déjà des questions spontanées. Voilà, des personnes qui ne se retiennent plus depuis tout à l'heure de poser une question. Je pense qu'il va y en avoir. Bonjour à tous. Donc Madame Boudret, maître de conférence en droit. Alors excusez-moi, jeu de lunettes. Donc c'est pour le premier intervenant, le professeur Véronique Dazen, qui est là, pardon. Veuillez m'excuser, Madame. Oui, moi j'avais une question, c'était très intéressant. Vous avez montré à un moment donné des objets archéologiques avec un vase, des enfants, et il y a une phrase qui a résonné en moi. Vous avez dit « cet enfant n'est pas seul, il est entouré ». Alors c'est vrai que d'un point de vue juridique, ça m'interpelle. Je n'ai pas de connaissances en droit grec antique, mais en revanche, dans la Rome antique, l'enfant était plutôt considéré comme parfois proche de la res, de la chose. Donc en fait, ma question est la suivante, est-ce que vous auriez trouvé d'un point des objets qui démontrent l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, sous la Rome antique, l'enfant n'était pas considéré comme quelque chose de vil? Absolument, aussi bien en Grèce qu'à Rome, il y a toute une convergence de textes, d'images, d'objets. Au contraire, l'enfant est l'objet de tous les soins. On a longtemps projeté sur l'Antiquité une vision venue du monde moderne, et en réalité, c'est pas parce que la mortalité était élevée que l'enfant ne comptait pas. Bien au contraire, il est entouré de soins, y compris aussi, c'est aussi pour ça que je mentionnais les amulettes, y compris de petits objets qui le protègent. Et du coup, ce que vous avez vu, le petit vase dans les questions, quand j'ai dit qu'il n'est pas seul, c'est qu'en fait, c'est dans l'histoire de l'art, c'est le premier moment où l'enfant est seul sujet d'une image. Donc c'est un moment historique, si on veut. Il est un sujet pour lui-même, mais en réalité, tout dans cette image parle de son environnement. Il ne peut pas monter lui-même dans un pot, on lui a mis dans la main un hochet qui a été fait pour lui. Et donc les discours de Platon, on a des prix par exemple sur Archytas de Tarente, qui est un homme d'État. Donc cité Aristote en disant qu'il a inventé le hochet. Alors ce qui m'avait interpellée, je me suis dit quand même, Archytas, on dit grand mécanicien grec, philosophe, homme d'État, inventé un hochet. Et en fait, il écrit des traités d'acoustique. Il écrit des traités sur les percussions et sur l'effet des percussions sur l'esprit, et ça rejoint la pensée platonicienne sur la structuration de l'âme dès le début. Donc, au contraire, toutes mes recherches sur l'enfance montrent que dès la naissance, on s'intéresse à l'enfant et qu'il vit par étapes. Par contre, chaque étape est fêtée parce qu'il a survécu et on passe à la prochaine. Donc, c'est l'inverse. Mais une partie de ce savoir, c'est vrai, n'est pas écrite parce que c'est un savoir qui est partagé plutôt par les femmes et on le trouve de manière matérielle dans les tombes ou dans les images. Mais c'est valable pour la Rome antique? Oui, tout à fait. D'accord. Alors ça interroge donc quand même des connaissances qui sont tangibles, qui sont dans des textes, qui démontrent au contraire que la capacité juridique de l'enfant qui est l'infance, qui est était... il y a eu plutôt un progrès, j'ai envie de dire, de ce point de vue, avec le Moyen-Âge, par exemple, en Europe. Donc voilà, c'est pour ça que je m'interrogeais. Alors, on en discutera à la pause, je pense. Je vous remercie. Mais juste pour dire qu'il y a différents discours qui cohabitent. C'est pas parce que juridiquement, vous êtes jugé vous avez une majorité qui arrive tardivement, que vous n'existez pas. Donc il y a deux niveaux, des différents niveaux de réalité. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. J'ai beaucoup apprécié les communications. Je suis Antonella Fenech, historienne de l'art, CNRS. Donc, j'ai une question pour Monsieur Vauzel, dont je connais très bien les travaux. Et il y a des choses qui m'intéressent, et comme les 20 minutes sont toujours trop courtes pour tout dire, j'avais
c'est peut-être une mini batterie de questions auxquelles vous pourrez peut-être me répondre pour éclairer certains points par rapport à mes recherches sur la palla da Scano en Italie, qui est une sorte de jeu de batte, jeu de raquette, on ne sait pas trop exactement. C'est la question des pratiques informelles. Parce que, évidemment, Scano, il codifie des pratiques, il codifie aussi des lieux. Parce que, par exemple, le jeu de pommes tel il en donne le plan et le fonctionnement, c'est le jeu de pommes du Louvre, du château du Louvre, dont il a le plan et il le reproduit. Mais il en existe déjà en Italie auparavant et en France aussi. Donc, il codifie. Et pour certains jeux, on connaît que précédemment à ces grandes codifications, au milieu du XVIe siècle, de jeux de balle, j'entends, il y a des pratiques informelles dans l'espace urbain. Je ne dis pas l'espace public, mais l'espace urbain, dans les places, dans les rues, parce que la structure urbaine s'y prête. Certes, les règles sont un peu aménagées, donc ça m'intéressait. Ça, c'est les premiers points. Si vous avez donc des informations sur des pratiques informelles du jeu de pommes, évidemment. Et également, l'autre question concernait la question de la... parce que c'est un point qui on va dire, me sollicite ma curiosité, mais pas aussi ma réflexion sur la question du débat jeu-sport et de sa datation fluctuante que fait débat parmi les historiens. Moi, j'aime la version protosport pour certaines époques parce que c'est codifié, parce que aussi il y a progressivement, et ça c'est ma question, des joueurs professionnels et itinérants payés pour jouer précisément. Voilà, je voulais savoir aussi vos points de vue sur ces questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Comment répondre? Ouh là là, beaucoup de réponses en peu de temps. Premièrement, oui, des structures informelles. Dans le traité de Scano, il évoque différents lieux qui sont des lieux architecturaux parce qu'il y a des murs, parce qu'il y a aussi des toits, des appentis, des galeries qui sont structurées. Il montre qu'il y a des espaces où on a un appentis, des espaces où il y a 2 appentis, des plans où il y a 3 appentis. Et donc avant même qu'il y ait le moindre appenti, il y avait des espaces qui étaient non codifiés. Et c'est un petit peu ça le propos du traité. En tout cas, moi, c'est la lecture que je fais. C'est-à-dire qu'il va présenter à la gloire du prince, un ensemble de jeux. Il est capable d'avoir une vision encyclopédique de tout ce qui existe, mais il oublie tous les jeux informels qui sont des jeux préalables et que l'on va retrouver. Alors c'est pour ça qu'on avait voulu mettre en place une petite diapositive où on montrait une scène d'une rue dans laquelle des joueurs jouaient, et la petite vidéo qui n'a pas tourné, c'est une vidéo où on voyait progressivement un espace de rue avec des appentis qui progressivement étaient structurés, alignés, codifiés, pour faire apparaître tout simplement que on jouait à l'origine dans des espaces qui étaient totalement prosaïques, et puis que progressivement ils sont devenus de plus en plus organisés, pensés pour des fonctions ludiques. C'est la raison aussi pour laquelle, quand on est à Villars-Cotterêts, on se pose la question, tiens, c'est une cour dans laquelle on jouait à la pomme, ou est-ce que c'est un jeu de pommes autour duquel était construit un château? Voilà, c'est des questions de cet ordre-là. Ça, c'était la première réponse. Ensuite, les informations sur les formes de jeu. J'ai bien expliqué que ce pouvait être simplement des jeux de renvoi non structurés, non codifiés, où on essayait de marquer plus de points, puis on s'entendait sur un temps de jeu, puis c'était plutôt sur un nombre de jeux ou sur un temps qui était plus ou moins structuré, pas obligatoirement chronométré, bien évidemment. Ce qui m'amène à... Et donc, oui, pour les précisions, on va les avoir dans des recherches comme celle de Jean-Michel Mel, qui a travaillé sur les problématiques des règlements, parce qu'il y a des débordements dans ces jeux qui sont en plus dans la ville, dans la rue, sur les espaces de marché, dans des endroits qui ne sont pas prévus pour, et donc la police va devoir à un moment donné régler les comptes. Et on va voir la fréquence de ces jeux sans pour autant savoir le comment on joue. Voilà. Donc la structuration et la codification sera dans des espaces qui seront plutôt les espaces pour une noblesse, où là on a des écrits, parce que c'est bien aussi de le présenter dans un traité à la gloire de son prince ou de son monarque. Pour les jeux plus populaires, on imagine tout à fait que
les jeux étaient structurés d'une manière à peu près identique, mais avec des codifications qui étaient bien moins précises, même si, puisqu'on pariait de l'argent, il fallait quand même s'entendre, qu'il y avait un premier accord sur la quantité de mise de monnaie et l'intérêt finalement de ce jeu. Et on comprend tout l'intérêt pour la Française des Jeux aujourd'hui de continuer à travailler sur cet élément-là. Et puis, la dernière question, elle portait sur les professionnels. Voilà, ces professionnels sont dans un premier temps, pour moi, tout simplement les organisateurs de ces jeux qui vont devenir ceux qui produisent, ceux qui accueillent, ceux qui louent la tenue pour jouer, ceux qui prêtent ou louent les raquettes également, les maîtres pommiers qui vont en même temps être ceux qui vont produire des spectacles. Et ils seront invités à la cour pour en réalité faire des démonstrations. On joue avec, on joue contre, c'est toujours intéressant, mais en même temps, et c'est là le deuxième jeu de pommes de Villers-Cotterêts au 18e, où là on sait qu'il y a des spectacles et on fait venir les maîtres pommiers des différents royaumes, principalement d'Angleterre et de France, et ils vont se confronter. Et puis en 1740, on a un joueur, René Clerget, qui se présente comme le champion du monde, et on sait que c'est la courte pomme nous dit c'est le plus ancien champion du monde dans un sport, 1740. En réalité, bon, il a simplement, lors d'une certaine exhibition, battu celui qui avait traversé la Manche et qui s'était présenté comme le meilleur champion du Royaume d'Angleterre. Et donc, c'est les premières confrontations. Alors, est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est des protosports? Est-ce que c'était ça à la fin de la question? Moi, je ne me pose pas la question, tout simplement parce que le mot sport n'est pas utilisé. Et donc, j'utiliserai le mot sport quand les Anglais commenceront à l'utiliser. Donc, pour les Français, ce sont des jeux, mais des jeux qui sont déjà organisés avec des exhibitions, des compétitions, etc. Et je pense que si on était tous capables de dire c'est sport quand le mot existe pour les gens qui nomment leur propre pratique, eh bien, on serait peut-être plus en phase avec ces questions un peu sémantiques, d'étymologie. Est-ce qu'on peut dire c'est sport, pas sport? Non. Le mot sport, c'est simplement le nom que les Anglais donnent à leur propre pratique. Et nous avons d'autres terminologies et utilisons les mots de l'époque, peut-être. Merci beaucoup, Serge. Je vous propose 2 questions de 30 secondes très très rapides. Thierry? Merci à tous les 4. Alors, très vite, vers Alexandre, une question qui poursuit cette discussion. Le vocabulaire en anglais du jeu est très riche. Play, game, sport, gambling. Quels sont les termes utilisés? Et surtout, est-ce qu'il y a une élaboration conceptuelle qui est tentée juste par exemple, chess peut être à l'époque considéré comme un sport? Alors non, en fait le mot qui est central pour eux dans leur pratique c'est play. Voilà, donc c'est le jeu, pour répondre rapidement. Donc c'est voilà. Après ils articulent autour, mais ils ramènent le sport au jeu et ils ramènent les échecs au jeu. Donc c'est pas sport qui domine, c'est jeu. Justement parce qu'ils veulent se distinguer, ils n'aiment pas la compétition, le professionnel, les prix, comme je vous l'ai dit très très rapidement. Ils n'aiment pas du tout ça, les progressistes en particulier ceux-là. Et donc il faut au contraire s'en éloigner. C'est le jeu pour le jeu. Et si, game, si, mais mais pas au sens de rencontre sportive, au sens de jeu d'enfant. Voilà. Mais le mot qui est conceptualisé, mais pas que dans ce cadre-là, depuis sur le quart de siècle précédent, c'est play. Hein. C'est le playground movement, c'est les play reformers, etc. Donc c'est vraiment play qui fait l'objet de ce sera après play therapy, etc., etc. C'est ça qui fait l'objet de la conceptualisation. Une petite question pour ma part, enfin 2 questions parce qu'on la pose, on synthétise avec Marie, mais vraiment toute petite. L'effet que ça a pu avoir cette politique d'encadrement social sur la constitution et de l'armée américaine, qui est devenue finalement une grande armée visiblement au début du XXe siècle. Et la deuxième, c'est est-ce qu'on a des processus un peu similaires qui ont existé dans les régimes fascistes en Europe, on le sait pour le sport, mais pour le jeu, est-ce qu'il y a eu des choses un peu similaires ailleurs? Voilà. Alors pour le jeu, je dis tout de suite que j'ignore totalement si d'autres pratiques ont été menées dans les armées étrangères. Pour la prostitution, l'armée américaine n'est pas une grande armée en dehors des périodes de guerre. Hein. C'est une toute petite armée. Donc à partir de 1922-23, c'est la 16e armée du monde en effectif. Donc c'est une toute petite armée. Mais oui, ça va, comme dans les armées, La question c'est quoi? Est-ce que la prostitution va se réduire aux alentours des camps militaires? Le jeu, alors ça a très bien fonctionné, c'est ce qui a le mieux marché. Ils ont énormément joué. Et d'ailleurs, ils empilent les chiffres, c'est-à-dire il y a des millions de joueurs par jour qui sont... Ça aussi, c'est une dynamique qui est très propre à cette période-là, c'est-à-dire on monte par des chiffres de manière experte. Ça a extrêmement bien marché, tous les avis sont extrêmement positifs.
deux choses. C'est rentrer dans l'armée, je n'ai pas eu le temps de le dire. C'est-à-dire que l'armée va dégager les associations à l'issue de la guerre en leur disant ça suffit, c'est nous qui nous en occupons. Et chacune, l'armée et la marine, vont créer des divisions. Et les divisions vont être des divisions de athletics et recreation. Et le jeu va tout de suite être conçu comme une nécessité à l'intérieur de ce programme-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça participe aussi de l'institutionnalisation du jeu dans les universités, d'accélération. Ça a commencé au tournant du XXe siècle, et de forte accélération dans les programmes scolaires, dans les programmes universitaires, dans les hôpitaux. Et dans un des grands médecins qui travaille dans ce programme-là avec les histoires de jeux, il va appliquer les programmes de récréation et de jeu. Il va être un des pionniers du traitement post-traumatique dans les années 20 aux États-Unis pour les soldats qui sont revenus d'Europe. Donc ça aussi, ça fait rentrer le jeu un peu partout. Donc, d'une certaine manière, ils ont réussi. Après, ce qui était leur grande ambition, c'est-à-dire changer la société américaine, ça je vous laisse juger si ça a marché ou pas. Alors merci pour ce débit ultra rapide et cette densité extrême. Alors l'ultime... Maintenant, on arrête, voilà. Comment ? Ultime. Monsieur Rios-Bordes, moi, vraiment, ça m'intéresse beaucoup ce que vous avez montré. C'est très neuf, on ne connaissait pas. Ma première question, c'est y a-t-il quelque chose d'équivalent dans les armées européennes, françaises et anglaises? Et dernière question, puisque vous avez dit que ça fait partie du traitement post-traumatique, on sait que l'armée américaine a eu l'occasion de se battre sur de multiples champs à l'époque contemporaine. Est-ce qu'on continue dans les hôpitaux militaires à utiliser cette forme de thérapeutique post-traumatique? Alors, pour la deuxième question, je connais ça assez mal pour être très franc, mais oui, on continue des pratiques à la fois pour les questions motrices, de le faire sous des formes de jeux médicalisés, mais tout ça a beaucoup progressé même en dehors de l'armée, donc je pense que oui, on continue. Après, je ne suis pas spécialiste. Pour les armées européennes dans la Première Guerre mondiale, alors oui, pour les Britanniques, un petit peu, parce qu'ils ont aussi un YMCA, ils ont aussi des organisations caritatives progressives, progressives du même genre. En France, beaucoup moins, voire pas du tout. Et d'ailleurs, le YMCA va tout de suite proposer, comme j'ai dit 1 million de trucs en 20 minutes, je n'y arrive pas, le YMCA va agir dans les armées alliées, donc les armées françaises, italiennes et russes. Et en France, ils vont aider à faire monter en puissance ce qu'on appelle le foyer du soldat. Donc, et ils vont venir aider à introduire leurs pratiques récréatives. C'est aussi un moyen pour eux d'introduire leur sport. Pour ces gens qui sont à la fois des gens qui sont des progressistes, des médecins et des sportifs américains, beaucoup sont des anciens sportifs, ils veulent promouvoir les sports américains à l'étranger. C'est un moyen de faire rentrer les sports américains à l'étranger. Alors mon rôle de présidente maintenant de séance, c'est le maître du temps, et je vais encore jouer la Cruella. Donc je suis obligée de mettre fin à cette première session pour une pause et pour une reprise à 11h. En tout cas, merci à tous. Vous avez tous, si je puis dire, joué le jeu. Voilà. Et très bonne continuation. Merci.